Celui qui voulait vivre en philosophe et surtout protéger sa tranquillité, c'est Joseph-Louis Lagrange. Ah, un nom bien français. Et non, il était né à Turin, où il a passé toute sa jeunesse. Évidemment, comme il est décédé à Paris en 1813, Delambre, dans son éloge funèbre, n'a pas manqué de souligner que son bisaïeul, capitaine de cavalerie au service de la France, avait passé à celui d'Emmanuel II, roi de Sardaigne, qui le fixa à Turin en le mariant à une dame Conti, d'une illustre famille romaine. Son nom, celui de sa mère, attestent une origine française. Tous les ouvrages ont été écrits en français. La ville qu'il a vue naître était devenue française. La France a donc bien incontestablement le droit de se glorifier de l'un des plus grands génies qui ait honoré les sciences. Eh, que la France se glorifie si elle veut, toujours est-il qu'il s'est écoulé beaucoup de temps avant que Lagrange ne devienne français. Lagrange a eu dans sa jeunesse deux patrons, deux conseillers. Le premier est Euler, qui avait une trentaine d'années de plus que Lagrange et qui était reconnu comme le plus grand mathématicien du temps. Lagrange a commencé à écrire à Euler à l'âge de 18 ans. Euler a répondu et une correspondance régulière a commencé. Très tôt, Lagrange a enseigné les mathématiques et a développé une activité de recherche. Il a participé à la création d'une académie des sciences à Turin, qui éditait un bulletin. En 1759 paraît dans ce bulletin un article de Lagrange sur la théorie des cordes vibrantes. Lagrange envoie son article à Euler et Euler répond à Lagrange qui a 23 ans à l'époque. Ayant reçu l'excellent présent que vous avez eu la bonté de m'envoyer, je l'ai d'abord parcouru avec la plus grande avidité, et je n'ai pu assez admirer votre adresse, dont vous maniez les plus difficiles équations, pour déterminer le mouvement des cordes et la propagation du son. Je vous suis infiniment obligé d'avoir mis ma solution à l'abri de toutes les chicanes, et c'est d'après vos profonds calculs que tout le monde doit à présent reconnaître l'usage des fonctions irrégulières et discontinues dans la solution de ce genre de problème. Toutes les chicanes de qui au juste? C'est le second patron de Lagrange, d'Alembert. Et Lagrange, bien sûr, a écrit à d'Alembert pour lui envoyer son article sur le son. Et voici la réponse de d'Alembert. J'ai reçu avec beaucoup de reconnaissance et j'ai lu avec la plus grande satisfaction le premier volume de vos mémoires que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. Votre dissertation sur le son est pleine des recherches les plus savantes et les plus ingénieuses. J'ai surtout été enchanté de la manière dont vous parvenez à une formule générale pour trouver le mouvement d'une corde chargée d'un nombre indéfini de poids. Cependant, je ne sais si vous n'auriez pas pu trouver une méthode plus simple. J'ai peine à croire que cette solution exige nécessairement un si grand appareil de calcul. J'y penserai au premier moment de loisir que j'aurai, et s'il me vient quelques idées sur ce sujet, j'aurai l'honneur de vous en faire part. Ah, ça c'est bien du d'Alembert. À l'égard de la méthode par laquelle vous passez du nombre indéfini des corps vibrants au nombre infini, elle ne me paraît pas aussi démonstrative qu'à vous. Mais il serait trop long de vous dire mes difficultés sur ce sujet, aussi bien que sur les logarithmes imaginaires des quantités négatives, car j'ai eu aussi, il y a 10 ans, une dispute par lettre avec M. Euler sur ce sujet. Adieu, monsieur, vous êtes destiné, si je ne me trompe, à jouer un grand rôle dans les sciences, et j'applaudis d'avance à vos succès. D'Alembert a eu des disputes par lettres avec beaucoup de monde, et en particulier avec Euler, qu'il a harcelé pendant une bonne partie de sa carrière. Mais sur l'avenir de Lagrange, il ne se trompait pas de beaucoup.
En ce temps-là, il y avait une compétition entre les têtes couronnées d'Europe. C'était à qui attirerait les plus grands savants dans son académie. Frédéric II de Prusse avait réussi à chipper Euler à la Russie en 1741. Catherine II cherchait à se venger, et elle finit par y réussir en 1766. Cette année-là, Euler quitte l'Académie de Berlin pour celle de Saint-Pétersbourg. Et voici ce qu'il écrit à Lagrange le 3 mai. Vous savez sans doute que l'Académie de Russie est depuis quelque temps fort tombée en décadence. Mais maintenant que Sa Majesté impériale a formé le dessein de rétablir cette académie dans son ancien lustre, et de lui donner même plus d'éclat, vu qu'elle y a destiné un fonds de 60 000 roubles par an. Dans cette vue, Sa Majesté veut bien m'honorer de sa haute confiance, en m'appelant pour diriger et exécuter ce grand dessein où il s'agit principalement d'engager des grands hommes dans toutes les sciences pour venir s'établir à Pétersbourg et y travailler conjointement à l'avancement des sciences. Vous comprendrez aisément, monsieur, que vous avez été le premier que j'ai proposé à Sa Majesté impériale, et je m'estimerais infiniment heureux si je pouvais vous persuader d'accepter une telle vocation. Euler quitte donc Berlin pour Saint-Pétersbourg et entend bien débaucher Lagrange de Turin pour l'amener dans ses bagages. Mais d'Alembert, à qui Frédéric II fait jouer le rôle officieux de directeur de l'Académie de Berlin, ne l'entend pas de cette oreille, et il fait le nécessaire. Voici ce qu'il écrit à Lagrange 3 semaines après Euler. Mon cher et illustre ami, votre lettre m'a transporté de joie. J'ai lieu d'espérer que ma négociation réussira. Je viens de l'écrire à l'instant au roi de Prusse qui, dans sa dernière lettre, me charge de faire tout mon possible pour vous persuader, et qui me réitère la promesse de vous donner 1500 écus d'Allemagne, qui font 6000 livres de France. Vous devez être bien persuadé que j'ai déjà rendu d'avance au roi de Prusse le témoignage que vous méritez, et je l'ai bien assuré de l'excellente acquisition qu'il va faire en votre personne. Et un point partout. Frédéric II perd Euler, mais il gagne Lagrange. D'Alembert s'arrange même pour qu'on propose à Lagrange le poste de président de l'Académie. À l'égard de ce que vous me proposez de me procurer la place de président, c'est une nouvelle marque de votre amitié à laquelle je suis très sensible, mais à laquelle je me connais trop pour pouvoir répondre. Mon amour-propre peut me faire croire que je ne suis pas tout à fait indigne de succéder à M. Euler, mais il ne me séduit point jusqu'à me persuader que je suis en état d'occuper une place qui vous était destinée. D'ailleurs, je veux pouvoir vivre en philosophe et faire de la géométrie à mon aise. Frédéric II avait déjà proposé la place de président à d'Alembert pour succéder à Maupertuis, mais d'Alembert préférait continuer à tirer les ficelles à distance. Et la réponse de Lagrange est claire. Que l'on me fiche la paix. Et le temps passe. 20 ans depuis l'arrivée de Lagrange à Berlin. Il a rempli la prédiction de d'Alembert au-delà de toute espérance. Il est bien le digne successeur d'Euler, le plus grand mathématicien de l'Europe. En septembre 1783, Euler meurt. D'Alembert ne lui survit qu'un mois. Frédéric II a vieilli. Catherine II aussi a vieilli. Ça n'a aucun rapport, mais je voulais vous montrer ce tableau. Entre en scène un personnage historique, Mirabeau. Ce Mirabeau, avant d'être la figure de la Révolution que nous avons étudiée à l'école, était un jeune homme parfaitement insupportable. Monsieur l'ouragan, disait son père. Il fait des tas de bêtises, contracte des dettes, se bat en duel, et son père le fait emprisonner plusieurs fois. Il séduit une femme mariée, Sophie de Monnier. Ils s'enfuient ensemble en Hollande
et on l'accuse donc d'avoir enlevé cette dame. Et le mari de la dame a 50 ans de plus qu'elle, mais il se plaint amèrement et obtient l'arrestation des deux. Mirabeau est emprisonné, Sophie est enfermée dans un couvent. Mirabeau finit par être libéré. Comme il a largement dépassé la trentaine, on pense qu'il s'est enfin assagi. Il a rencontré un autre personnage historique, Talleyrand. Mais si, vous savez bien, le diable boiteux, là, dans un bas de soie, c'est bien lui. Il n'est pas aussi célèbre qu'il le sera plus tard, mais il a déjà des relations. Il est copain en particulier avec le contrôleur général des finances de Louis XVI, Calonne. Ce Calonne est de plus en plus impopulaire. Les dettes qui s'accumulent, les finances de la France qu'il ne parvient pas à redresser. Il n'est pas dans une situation facile. Au printemps 1786, on sait très bien que Frédéric II de Prusse n'en a plus pour longtemps. Il mourra le 17 août. Or, il était très francophile, et il est important de savoir comment le vent va tourner avec sa succession, et s'il sera possible de préserver les intérêts français en Prusse. Et Talleyrand a une idée brillante. Il convainc Calonne d'envoyer Mirabeau en mission secrète à Berlin. Et c'était sans compter avec l'impressionnante capacité de Mirabeau à créer des problèmes partout où il passe. Comme il en a l'habitude, il va condamner avant de juger, juger avant de comprendre, comprendre avant d'avoir réfléchi, bref, se comporter de manière fort peu diplomatique. Et pour couronner le tout, ses lettres sont publiées. Et évidemment de manière anonyme, et même déclarées comme posthumes pour échapper aux poursuites. Mais tout le monde sait d'où ça vient. Le scandale est énorme, et au moment de la succession en Prusse, cela met Louis XVI et la France dans une très mauvaise position. Alors le roi ne peut pas faire autrement que de condamner avec la plus grande vigueur. Voici l'arrêt de la Cour du Parlement qui condamne le livre à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice. Entre-temps, vous le voyez au-dessus, Mirabeau est devenu député de la sénéchaussée d'Aix aux États généraux. Messieurs, justement indigné de l'impression d'un libelle aussi atroce qu'inconcevable, le roi, en remettant entre nos mains les deux imprimés que nous apportons à la cour, s'en est reposé sur la vigilance de notre ministère pour les dénoncer et en poursuivre la condamnation. Ce libelle répandu dans la capitale a déjà causé la plus vive sensation. Le cri de l'indignation s'est fait entendre. La voix publique a prononcé, et cet ouvrage de ténèbres a été marqué d'avance du sceau d'une réprobation universelle. Cri de l'indignation, réprobation universelle, la France n'a rien à voir avec les élucubrations de Mirabeau, rien de rien. Et pourtant, en cherchant bien, voici ce qu'on lit dans ce libelle aussi atroce qu'inconcevable. Il me semble qu'il y aurait ici en ce moment une acquisition digne du roi de France et que M. de Calonne est fait pour lui proposer. L'illustre Lagrange, le premier géomètre qui est paru depuis Newton et qui, sous tous les rapports de l'esprit et du génie, est l'homme de l'Europe qui m'a le plus étonné. Lagrange, le plus sage et peut-être le seul philosophe vraiment pratique qui ait jamais existé, recommandable par son imperturbable sagesse, ses mœurs, sa conduite de tout genre, en un mot, l'objet du plus tendre respect du petit nombre d'hommes dont il se laisse approcher, et depuis 20 ans à Berlin, où il fut appelé dans sa première jeunesse par le feu roi pour remplacer Euler, qu'il avait désigné lui-même comme le seul homme capable de marcher sur sa ligne. Il est très mécontent, il l'est en silence, mais il l'est irrémédiablement, parce que c'est du mépris que sont nés ses dégoûts, les fougues, les brutalités, les folles jactances de M. de Herzberg,
l'association de tant d'hommes auprès desquels Lagrange ne peut avec pudeur rester assis, la crainte très sage de se trouver pressé entre le repos philosophique qu'il regarde comme le premier des biens et le juste sentiment du respect de lui-même qu'il ne laissera pas blesser, tout le convie à se retirer d'un pays où rien n'absout du crime d'être étranger et où il ne supportera pas de n'être, pour ainsi dire, qu'un objet de tolérance. Ce monsieur de Herzberg, avec ses folles jactances, a gagné un certain poids politique depuis le décès de Frédéric II. Il s'occupe de l'Académie et il est de ceux, de plus en plus nombreux, qui n'approuvent plus la francophilie extrême de Frédéric II. Que l'Académie de Berlin soit dirigée par des étrangers et que les Allemands y soient obligés de s'exprimer en français, ça commence à devenir insupportable à beaucoup de monde. Lagrange a ici 6 000 livres de pension. Le roi de France ne peut-il donc pas consacrer cette somme au premier géomètre de l'Europe et de ce siècle? Est-il au-dessous de Louis XVI de retirer d'une académie misérable un grand homme qu'on y méconnaît, qu'on y mésallie, et de tuer ainsi par la plus noble des guerres le seul corps littéraire qui ait lutté contre les siens? N'est-ce pas aussi une générosité mieux entendue que tant d'autres? La France a si impolitiquement servi d'asile à tant de princes qui ne pouvaient que lui coûter. Pourquoi ne recueillerait-elle pas un grand homme qui ne peut que lui valoir? Mais Mirabeau n'était pas le seul à avoir eu l'idée que Louis XVI pourrait bien chipper Lagrange à l'Académie de Berlin. Et pour tout dire, le scandale causé par les lettres de Mirabeau n'a pas facilité les négociations. Lagrange lui-même s'est senti obligé d'écrire à Herzberg, avec qui il ne voulait pas se fâcher. Mais toujours est-il qu'en juin 1787, Lagrange s'installe à Paris. Il a 51 ans et il est bien décidé à profiter de son repos philosophique. Voici ce qu'il écrit à son père quelques mois plus tard, après qu'on lui ait communiqué une offre concurrente pour l'Académie de Turin. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé les mathématiques pour les enseigner, ce que beaucoup d'autres peuvent faire, mais uniquement pour le plaisir de contribuer à leur avancement. Et la place qu'on m'offre à Turin aurait été peu de mon goût il y a 20 ans. Elle me conviendrait peu à présent que je viens de renoncer à celle de directeur de cette académie. Enfin, je ne dissimulerai pas que l'Académie de Paris a beaucoup d'attrait pour moi, comme étant le premier tribunal de l'Europe pour les sciences, et surtout parce qu'ayant l'avantage d'entendre la plupart des langues qui s'y parlent, je pourrais profiter d'une grande partie de ceux qu'on doit trouver dans ce corps. À Paris, Lagrange commence par s'occuper de la publication de sa grande œuvre, la mécanique analytique. C'est de là que viennent le lagrangien, les équations de Lagrange et les points de Lagrange. Et puis, à partir de 1789, ça n'est fini du repos philosophique. L'Académie des sciences est souvent sollicitée par les nouveaux pouvoirs politiques. Et tout Lagrange qu'il est, il ne peut pas se soustraire. Dans les nombreux rapports où le nom de Lagrange apparaît pendant la Révolution, celui-ci a une importance particulière. Il porte sur la nomenclature des mesures linéaires et superficielles. Nous fixons l'unité de mesure à la 10 millionième partie du quart du méridien et nous la nommons mètre. Au-dessus du mètre, nous comptons sans aucune nouvelle dénomination jusqu'à 1000 mètres, que nous prenons pour unité de mesure de grande distance et que nous nommons millaire. Au-dessous du mètre, nous nommons sa 10e partie décimètre, sa 100e partie centimètre, sa 1000e partie millimètre, etc., par analogie avec les fractions décimales, dont l'introduction du nouveau système de mesure rendra l'usage aussi familier que celui des nombres entiers. Et voilà l'acte de naissance du maître.
Même si le millaire a disparu au profit du kilomètre, des autres dénominations sont encore utilisées. Lagrange, qui n'aimait pas enseigner, comme il l'avait dit à son père, se retrouve au printemps 1795 professeur à l'éphémère école normale de l'an 3. De ses leçons élémentaires sur les mathématiques, nous sont restés les polynômes interpolateurs de Lagrange. On peut toujours faire passer une courbe de ce genre, c'est-à-dire pour nous un polynôme, par tant de points qu'on voudra d'une courbe proposée. Newton est le premier qui se soit proposé ce problème et voici la solution qu'il en donne. Les polynômes interpolateurs de Lagrange sont de Newton et Lagrange n'a jamais prétendu le contraire. Toujours lui qui n'aimait pas enseigner est nommé professeur à l'école polytechnique en 1797. Il y enseigne le calcul différentiel et il en tire cette théorie des fonctions analytiques qui contient les principes du calcul différentiel dégagés de toute considération d'infiniment petit, d'évanouissant, de limites et de fluxions, et réduit à l'analyse algébrique des quantités finies. Et c'est ce qui était surtout reproché aux théories à la fois de Newton et de Leibniz. Elles reposaient sur des notions d'infiniment petit dont les fondements étaient plutôt mal assurés. Lagrange propose enfin une vision acceptable. Accessoirement, c'est de ce livre que nous viennent les développements de Taylor-Lagrange. Que ce soit la mécanique analytique, les polynômes interpolateurs, le calcul différentiel, Lagrange a passé l'essentiel de sa carrière à bâtir sur les fondations que Newton avait posées. Voici ce qu'en dit Delambre dans son éloge funèbre. Ce fut pour eux une bien bonne fortune que le système du monde découvert par Newton. Jamais l'analyse transcendante ne pouvait trouver un sujet plus digne et plus grand. Quelque progrès qu'on y fasse, le premier inventeur conservera son rang. Aussi, M. Lagrange, qui le citait souvent comme le plus grand génie qui eût jamais existé, ajoutait-il aussitôt, est le plus heureux. On ne trouve qu'une fois un système du monde à établir. Il a fallu 100 ans de travaux et de découvertes pour élever l'édifice dont Newton avait posé les fondements. Mais on lui tient compte de tout, et l'on suppose qu'il a parcouru en entier la carrière qu'il avait ouverte avec un éclat qui a dû encourager ses successeurs. Ok, venir en France en 1787 pour profiter de son repos philosophique, ça fait plutôt rire. Mais vu tout ce qu'il a fait après, c'était une bonne chose. D'ailleurs, il ne s'en est jamais plaint. Bah, de toute façon, c'était pas le genre à se plaindre, puisqu'il était philosophe